Attention, regroupez-vous bien. Attention, attention. Un, 2, 3, tout le monde les bras en l'air, allez hop, allez. Ouais, c'est bien ça. Merci, donc ça viendra, je pense, je mettrai sur Twitter. Donc je mettrai les 3 photos sur Twitter en... en début de semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez comparer en fait si vous avez battu tout le monde, si vous êtes meilleur que Brest et Lannion. C'est sûr. Eh ben on verra. Alors, donc, moi je suis venu pour vous présenter donc le Intel XDK. Donc, je vais commencer par me présenter moi-même en fait, c'est plus marrant, c'est plus sympa. J'aime bien me présenter. Je suis Olivier. Donc moi je suis un freelance. Je travaille à Paris. Que dire en fait, je, je me dis polyglotte développeur, mais parce que je sais pas comment me nommer autrement. Parce que du coup en ce moment moi je fais une mission Erlang. Erlang, un langage qui parle pas à tout le monde, mais moi je trouve ça hyper sympa. Juste avant, j'étais dans une mission où je faisais de l'Android. Enfin, j'ai fait de l'Android pendant très longtemps, et puis j'ai aussi fait du web. Et je suis aussi Intel Innovator. Alors c'est en fait un espèce de titre que Intel m'a donné pour que j'aille donner des petites presses comme ça pour eux, ce qui est plutôt sympa. Et donc c'est dans ce cadre-là un petit peu que je viens vous présenter donc cette petite aujourd'hui. Donc je travaille sur un projet qui s'appelle Libon. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est un truc fait par Orange Valley, qui est une filiale d'Orange. En gros, c'est une appli mobile et web qui permet de faire des appels VoIP, des messages instantanés et de la personnalisation de réponse. Voilà, petite pub gratuite au passage. Alors, donc je vais vous présenter le XDK. Alors, pour parler du XDK, on va d'abord parler de HTML5 et HTML5 sur mobile en particulier. Pourquoi? Parce que on va parler de ça toute la soirée. Donc, déjà, à main levée comme ça, qui a déjà entendu parler du XDK? Parce qu'apparemment, il y a eu une presse déjà au DevFest. Alors, normalement, vous devez tous être briefés parce que j'espère que vous étiez tous au DevFest. Donc, pourquoi faire du HTML5 sur mobile? Donc, pourquoi du HTML5 sur mobile? Il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que c'est du JavaScript, et JavaScript, on a une très très grosse communauté qui est derrière. On en fait de plus en plus, et même maintenant du côté serveurs, ce qui était complètement aberrant il y a quelques années. C'est aussi la seule base commune en fait que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes mobiles. Donc ça veut dire que si vous prenez un iPhone, un BlackBerry, un Android, ce que vous voulez, là, il y a une brique commune et c'est celle-là. Romain, t'es en Alors on va tous dire bouh Romain. Bienvenue. Donc ouais, c'est la seule brique commune à tous vos OS en fait mobiles. Et donc ça c'est intéressant à exploiter. Donc si vous voulez faire en fait une application avec une seule brique de code qui est déployée partout, vous avez deux solutions. Soit vous avez un langage qui compile vers des versions spécifiques de vos OS, donc vous pouvez faire un truc avec du C# que vous voulez, qui compile vers du Android ou du iOS, etc. Et par contre, si vous voulez que ce soit vraiment la même exécution, etc., la seule brique commune qui existe, c'est HTML5 et tout ce qui est JavaScript. Donc les web. Par contre, il y a des défauts quand même à ça, c'est que du coup HTML5, en fait, on a un support qui est un petit peu bizarre parfois. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, l'aspect HTML5 n'a pas été finalisé. Donc là, on en est à une release candidate, c'est presque finalisé. J'espère que ça va sortir cette année. Avec du coup, ce qui va changer, la possibilité d'avoir enfin une base solide commune à tous les OS, c'est-à-dire que vous aurez plus besoin d'aller sur des sites du genre caniuse.com pour voir si tiens, je veux utiliser de la géoloc, est-ce que c'est disponible, l'API de géoloc, est-ce qu'elle est disponible sur tous les OS par exemple. Et du coup ça vous évite de faire des if ou d'inclure des libs du require.js et compagnie dans vos applications. Et surtout, ce qu'on reproche très souvent en fait HTML5, c'est les performances. Pas parce que bon, on fait
beaucoup d'applications natives sur les mobiles qui explosent complètement les performances par rapport à des applis hybrides HTML5. C'est en train d'évoluer de plus en plus. Ils font leur mieux pour améliorer les choses, notamment dans les dernières versions d'Android. On a vu des versions de WebView qui ont été largement améliorées et qui changent quand même beaucoup de choses. Donc ça évolue un petit peu. Donc on peut peut-être imaginer, si on se projette un peu, que dans quelques années, on aura vraiment quelque chose de presque équivalent. Alors du coup, on a des problématiques différentes. Finalement, quand on veut faire une application, on a plusieurs possibilités. Soit on fait une application native, et à ce moment-là, on est obligé de faire du coup notre code spécifique pour chaque plateforme, donc ça demande des ressources. Il faut comprendre que certaines entreprises ne veulent pas investir dans ces ressources, et parfois quand on veut lancer un produit, on peut vouloir le kickstarter très rapidement pour le déployer sur plusieurs plateformes, et ça peut être très pratique de penser à ce moment-là à du web. Alors du web, on peut penser du coup à du web pur. Le web pur, c'est du coup j'utilise les API qui sont disponibles dans mon navigateur. Et sinon, on a une troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle les applications hybrides. Les applications hybrides, c'est tout bête, c'est vous avez un socle natif sur lequel vous mettez du web. En gros, c'est une web view dans une application native qui va charger toute votre application HTML5 et JavaScript. Et donc le XDK, on y vient, c'est un outil qui va vous permettre de faire des applications hybrides. Le choix qui a été fait par Intel, c'est de se focaliser sur ce principe-là, puisque effectivement, ça peut être un bon compromis entre une application pure native ou une application pure HTML5. Donc le XDK, venons dit, qu'est-ce que c'est? Donc c'est plein de choses, on va le voir. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure à quoi ça ressemble. En gros, c'est un set d'outils. Donc ça fait plein de choses. C'est un éditeur de code, c'est un manager d'assets, c'est un designer d'application, c'est un émulateur, c'est un debugger, c'est un packager, et c'est encore plus que ça. C'est aussi un set d'API qui sont directement intégrés au sein de votre outil. Donc vous avez les API de Cordova, donc, qui est en fait ce socle natif sur lequel reposent la plupart des applications hybrides. Donc, ce qui fait le lien entre votre partie native et votre partie web. Vous avez des API qui sont spécifiques. Alors le XDK c'est l'outil, mais c'est aussi une API elle-même. Ça on va le voir. Ensuite le XDK, il supporte plein de frameworks. J'en mets 4 ici. jQuery Mobile, App Framework, Twitter Bootstrap 3 et Topcoat. En fait, quand je dis qu'ils supportent, ça veut dire qu'ils sont supportés par l'App Designer. Ça veut dire qu'on peut faire du drag and drop d'éléments, etc., ce qui nous facilite un petit peu la vie. Maintenant, moi je fais une application avec un autre framework, je sais pas, on va dire Ionic. Ionic, je sais pas si vous connaissez, c'est un framework qui vous permet de faire en gros du AngularJS avec des directives spécifiques pour du mobile, etc. C'est très sympa. Alors j'ai mon application Ionic, je viens dans le XDK, ça va marcher, pas de souci. Le seul truc, c'est que j'aurai pas l'app designer. Il supporte également plusieurs moteurs de jeu. En fait, vous pourrez lancer plein de démos par défaut avec ces moteurs-là, et puis vous aurez la possibilité de gérer vos assets pour ces moteurs-là. Donc CocoS 2D, EaselJS, Phaser, Pixie. Alors par contre, me demandez pas trop de trucs sur les jeux parce que alors, moi je suis vraiment naze à ça. J'aime bien y jouer, mais j'en ai jamais développé, malheureusement. Mais voilà. Il supporte également plein de services. Plein de services, ça veut dire des API en fait concrètement, du genre Dropbox, YouTube, Flickr, Twitter, Facebook, GitHub, AppMobi pour faire des pushs vers votre application, pour rajouter des pubs, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il supporte des services? Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure à quoi ça ressemble, mais en gros, ça veut dire que à partir de l'éditeur de code, à partir de votre outil XDK, vous pouvez dire voilà, je veux supporter par exemple l'API de Twitter. Vous rentrez vos clés pour aller taper dans l'API de Twitter, et automatiquement il va vous identifier en fait tous les endpoints de l'API que vous pouvez appeler et ceux que vous voulez utiliser, etc. pour faire ensuite du binding sur vos vues, etc. Très pratique.
Donc c'est aussi et surtout un moyen efficace de faire une application qui va targeter plein de plateformes, puisque c'est quand même ça le but à la base. On a une appli web, on veut la déployer sur plein de plateformes différentes, alors on va pouvoir la déployer sur iOS, sur Android, sur Windows Phone, sur Tizen, etc., etc. Et il y a également des applications de type browser desktop, c'est-à-dire Firefox, Chrome. Donc on verra à la fin comment ça se passe. Sachant que en fait vous n'avez pas besoin d'installer les SDK spécifiques à chacune de ces plateformes pour packager vos applications. Il y a un compromis à ça, c'est que vous aurez à envoyer vos sources sur le cloud d'Intel qui vous renvoie ensuite le résultat, donc l'APK pour Android, l'IPA pour l'iPhone, etc., etc. Il y a peut-être un petit truc là-dedans que vous connaissez pas, c'est peut-être Android Crosswalk, on va en parler juste après. Et enfin et surtout, le XDK c'est pas un outil qui réinvente la roue. En fait, c'est un outil qui regroupe plein de bons outils déjà connus et déjà éprouvés. Si vous faites de l'édition de web, vous connaissez peut-être par exemple Brackets, l'éditeur de Adobe, qui est très utilisé, très sympa. En fait, Brackets a été directement intégré dans le XDK. Donc vous avez la même gestion de Brackets, donc vous pouvez intégrer les plugins de Brackets, etc. directement depuis le XDK également. Ensuite, il y a Ripple pour le côté émulateur. Donc Ripple, c'est un projet qui avait été commencé par BlackBerry à la base, qui vous permet en gros d'avoir un émulateur sur lequel vous pouvez faire tourner vos applications. C'est directement intégré aussi. Pour toute la partie debug, on va avoir les Chrome Debug Tools ou Developer Tools. En gros, c'est, vous savez, quand vous êtes dans votre navigateur dans Chrome, là, vous appuyez sur inspecter l'élément ou débugger ou ce que vous voulez, vous avez une petite fenêtre, une petite console qui apparaît. Et bien, en fait, vous aurez exactement la même ici, mais pour débugger vos applis mobiles. Et enfin, pour la partie packaging, donc le XDK s'appuie essentiellement sur Cordova. Donc tout ça nous donne une architecture hyper compliquée, mais vous allez voir en fait dans les faits, l'outil lui-même, il est assez simple. Alors on va aller un petit peu dans les vues de notre outil pour voir à quoi ça ressemble. Déjà, je vais vous dire une chose sur le XDK, c'est que donc ça vous permet finalement de faire une application de A à Z. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par l'édition de code, ensuite aller sur une partie debug, profiling, et vous pouvez ensuite faire le packaging de votre application. Finalement, ça couvre le scope entier de ce que vous pouvez faire sur une application mobile. Mais vous n'êtes pas obligé de respecter ce sens-là uniquement. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple venir avec votre code déjà prêt, importer le projet, utiliser le debugger et ensuite faire le packaging vous-même. C'est pas un souci, vous utilisez en fait la partie qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de commencer un projet avec le XDK et de le finir avec le XDK. Donc la mentalité, c'est vraiment de pouvoir utiliser ce qui nous intéresse. Donc on va commencer par l'éditeur de code. Donc l'éditeur de code, c'est Brackets, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà utilisé. Donc ça apporte toutes les features que vous connaissez dans Brackets. Donc par exemple un aperçu rapide des documentations, de la complétion de code, JSLint pour valider votre code JavaScript, etc., etc. Et encore une fois, du coup, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet éditeur-là. Si vous voulez faire du VI derrière, allez-y. Vous faites votre VI, vous ouvrez votre VI, vous faites votre code, vous revenez dans le XDK et puis vous importez et vous continuez à débugger, etc. Donc il y a un Game Asset Manager qui a été rajouté dans les dernières versions en fait du Intel XDK. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez en fait cette petite vue qui est là sur la gauche quand vous faites un jeu, qui vous permet de gérer toutes les ressources de votre jeu. Donc, toutes les ressources, c'est des images, des animations, des vidéos, des sons, tout ce que vous voulez. Il y a des petits bonus, par exemple, si vous avez une animation, vous pouvez donc la jouer, votre animation. Si par exemple c'est un ensemble d'images qui doivent être tourner successivement, vous pouvez lancer votre application. Ensuite, vous avez un petit bouton en fait pour je trouve pas le mot en français, mais pour expand votre animation, donc pour avoir en fait tous les détails de votre animation pour éditer la partie qui vous intéresse.
Donc les services intégrés, donc je vais vous faire une petite démo tout à l'heure, mais c'est ce que je vous ai dit. Donc là par exemple, on a en fait sur la gauche tous les services qui sont supportés. Là je suis sur l'API Flickr, j'ai rempli mon API key, etc. Et donc je veux utiliser un appel vers cette API. Il me donne les champs que je peux rentrer. Et en dessous, en fait, normalement, il me donne du coup le JSON que va me renvoyer l'API de Flickr. Et ça, donc, c'est directement intégré. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter vos propres services. Alors, je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas vraiment comment ça marche. Mais du coup, si on s'en tient à la logique du produit, ça devrait être donc de rajouter quel endpoint supporte votre API. Alors du coup, quand vous utilisez un service de ce genre, après vous pouvez binder automatiquement les données à vos éléments dans votre vue. Binder, ça veut dire, bon ben j'ai pris voilà, mon API Flickr par exemple, j'ai voulu utiliser telle API call qui me renvoie des données, j'ai sélectionné les données qui m'intéressent dans le JSON qui m'a été renvoyé, maintenant je veux les afficher dans ma vue, par exemple dans une liste, je sais pas quoi. On peut faire un binding automatique, donc là on n'a rien à faire, on dit juste par rapport à cette API call, tu vas me donner tous les titres des images par exemple. Et en fait, pour ça, le XDK va s'appuyer sur deux frameworks MVC. Donc, vous aurez à choisir au moment de cliquer sur je veux binder ma donnée, mais vous aurez du coup le choix entre AngularJS et Backbone. Donc, automatiquement, à partir de là, Angular ou Backbone sera intégré dans votre application. Donc j'avais dit au début qu'il y avait un designer d'interface également. Alors vous avez en fait tout ce que vous pouvez espérer avoir d'un designer d'interface décent, l'édition de CSS par exemple pour chaque composant, du drag and drop de tous les éléments qui sont supportés. Donc par exemple, je sais pas, j'ai une liste view, je veux la mettre dans ma vue, hop, je la drag and drop dans ma vue, et je lui donne la CSS que je veux, etc. Donc ce designer d'interface, il va même un petit peu plus loin, il vous permet aussi donc d'avoir cette logique de division de votre application sous forme de page, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs pages dans votre application, je sais pas, une page par exemple liste, quand vous cliquez sur un élément, vous avez une page détail, donc à partir de l'éditeur d'interface, vous pouvez directement donc déclarer vos pages, mettre du coup les éléments que vous voulez dans vos pages, et aussi définir comment ces pages les interagissent. Par exemple, j'ai un bouton, je mets mon bouton et je dis, quand je clique sur le bouton, boum, ça m'envoie vers telle autre page. Et à partir de là, on peut du coup imaginer toutes sortes de navigations. On a également des gestions de thèmes, sachant que selon le framework utilisé, vous aurez des thèmes proposés pour respecter les styles standards des OS. Donc vous aurez des styles Android, des styles iOS, etc. Donc l'émulateur ressemble à ça, j'avais dit tout à l'heure, il se base sur Ripple, donc vous pouvez en fait choisir le form factor de votre appareil, donc les dimensions de l'écran, etc. En fait, vous avez une petite drop-down en haut qui vous permet de choisir quel type de téléphone vous voulez utiliser. Vous avez plein d'éléments en fait que vous pouvez utiliser pour faire votre émulation. Donc par exemple, je peux choisir un point spécial sur une map ici qui va m'être envoyé si je demande l'API géolocalisation. C'est pratique si par exemple je veux tester comment mon application se comporte, je sais pas, en Antarctique. Alors je vais mettre ma flèche sur l'Antarctique et puis je demande la localisation et puis je vois comment une appli se comporte par exemple. J'ai également ce petit bidule, au début on comprend pas à quoi ça sert, mais en fait on se rend compte que c'est assez pratique. C'est un petit objet en 3D en fait que vous pouvez bouger et qui vous permet en fait de simuler les mouvements que vous pouvez faire avec votre téléphone. C'est-à-dire que c'est comme si vous l'aviez dans votre main et que vous bougez comme ça, avec un petit bouton pour le faire vibrer automatiquement, etc. Et il y a plein d'autres choses donc du coup que vous pouvez émuler. Donc par exemple aussi la connexion de données que vous avez. Alors est-ce que je suis en 4G, en 3G, en 2G ou en Wi-Fi, mais avec des lags sur le réseau. Voilà,
plein de choses. On peut aussi émuler les pushs qu'on reçoit, etc. Et enfin, du coup, la partie build. Donc la partie build, du coup, c'est logique la dernière quand vous êtes en train de faire votre application. Donc, vous avez codé, vous avez débugué, vous avez l'impression que tout est bien. Alors ce que vous voulez faire, c'est la déployer, votre application. Donc pour ça, il vous faut un petit package que vous pouvez déployer. Donc vous avez en fait dans ce dernier onglet build toutes les plateformes que vous pouvez sélectionner. Donc si par exemple je clique sur Android ou sur iOS, donc il va me demander quelques paramètres spécifiques du genre quel est le nom de package, quel est le nom d'auteur éventuellement, quelles sont les icônes que je veux utiliser, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que vos sources vont être envoyées sur les serveurs d'Intel, et ensuite vous retourneront du coup packagé, donc avec la plateforme que vous visez. Alors bien sûr, cette partie envoi de code, on sait que ça va pas plaire à tout le monde. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Si jamais ça pose problème, je sais pas, par exemple, vous avez une société, etc., et que ce n'est pas conforme à ce que votre société utilise, vous pouvez faire le packaging vous-même, sauf que là, du coup, il va falloir d'une installer les SDK spécifiques. Par exemple, je vais faire une application iOS, déjà, il me faut un Mac, et ensuite il me faut Xcode installé, etc. Il y a une petite spécificité par contre pour le build, on verra en fait ça a changé un petit peu dans les dernières versions du Intel XDK, donc on a toujours les deux versions présentes dans le XDK. En fait vous avez possibilité de packager avec Cordova 3, et en fait les anciennes versions c'était avec Cordova 2. En fait la manière de déclarer les informations qui sont utilisées dans notre application est pas la même, on verra ça juste après. Alors on a aussi un petit outil qui est assez pratique qui s'appelle App Preview. En fait c'est une application qui est disponible sur les stores de vos téléphones. En gros, le principe c'est que par exemple j'ai un iPhone, je vais sur le store et je télécharge App Preview. Et là, moi si je veux débugger mon application, normalement sur mon téléphone, voilà, il me faut déjà une licence développeur. Ça peut être gênant, voilà, j'en suis juste au premier test, j'ai pas envie de payer une licence développeur tout de suite, et vous pouvez passer par ça. Donc ça vous permet de lancer en fait vos sources vers le serveur Intel, et puis ensuite depuis l'application vous récupérez vos sources, comme ça vous pouvez exécuter l'application depuis cette application. C'est une application qui lance vos applications, et ça vous permet aussi de lancer toutes les démos qui sont présentes dans l'XDK. Donc si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut faire, c'est peut-être un bon début. Donc ensuite on va parler d'API un petit peu, on va rentrer un petit peu plus dans le code. Donc déjà, j'avais dit tout à l'heure, le XDK c'est pas qu'un outil, c'est une API elle-même. Donc une API qu'on peut utiliser très facilement. En fait, il suffit d'ajouter script src Intel XDK. En fait, le XDK va se charger lui-même de placer le point JS au bon endroit. Vous n'avez rien à faire, vous mettez juste le script. Vous attendez un événement qui s'appelle intel.xdk.device.ready. Et une fois que vous avez reçu cet événement dans votre JavaScript, vous pouvez commencer à utiliser en fait toutes les API. Donc c'est un petit peu comme $ready, etc. de jQuery. Vous devez attendre un certain événement avant de commencer à utiliser pour savoir que tout est bien initialisé et que vous pouvez y aller. Et ensuite, du coup, c'est assez simple. Vous avez un objet en gros à connaître, c'est intel.xdk. Cet objet, c'est la porte d'entrée de toutes les API du XDK. Donc, vous aurez des propriétés, par exemple, pour accéder à l'accéléromètre, avoir un cache, prendre une photo, aller chercher des contacts sur le device, etc., etc. En fait, du coup, c'est aussi une API en fait qui manipule elle-même Cordova derrière pour aller taper sur le natif du système. Donc c'est par exemple pour ça qu'il peut aller chercher par exemple des contacts sur le téléphone. Donc un exemple de à quoi ça peut ressembler. Là, si par exemple je veux prendre une photo, donc j'utilise mon intel.xdk et puis là je vais sur la propriété caméra qui va m'exposer la fonction, donc plein de fonctions dont take picture.
Je lui donne les informations dont il a besoin, donc, par exemple la qualité que je veux, le format que je veux. Et après j'attends un événement, donc ici c'est intel.xdk.camera.picture.add. Cet événement en fait il m'a envoyé quand la photo a été prise. Et donc j'ai plus qu'à récupérer ensuite l'URL de mon image, donc intel.xdk.camera. Ça va être long à dire. Get picture URL. Là je récupère en fait l'URL qui pointe en local vers mon image, et comme ça j'ai récupéré ma photo. Après j'en fais ce que je veux. Et en fait, en gros, quand vous savez faire ce genre de choses-là, vous savez tout faire avec l'API XDK, puisque elles se ressemblent vraiment et elles sont toutes basées sur un peu ce genre de principe. Il y a une deuxième chose aussi qui existe dans le XDK sous forme d'API, c'est l'App Framework. L'App Framework, qu'est-ce que c'est? C'est un framework en fait fait par Intel, qui est open source et qui est intégré, qui fait partie intégrante vraiment du XDK. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une collection de widgets UI, donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir des petits boutons sympas pour mobile. Et c'est aussi un query selector. Query selector, si ça vous parle pas, pensez jQuery. jQuery, c'est un query selector, c'est quelque chose qui vous permet de faire des sélections d'objets dans votre DOM et ensuite de les manipuler. En gros, ça fait la même chose. C'est très très similaire à jQuery, à un tel point que c'en est troublant. Par exemple, il utilise lui aussi ce dollar pour sélectionner des choses. Donc en fait, c'est tellement ressemblant à jQuery que vous pouvez enlever le framework et mettre jQuery à la place et ça fonctionne. C'est vraiment les mêmes API. Donc par exemple, du coup c'est du jQuery. Si je fais dollar de mon ID, je sélectionne mon bouton qui a un ID myButton, je dis point clic et je lui donne une fonction, c'est la fonction qui va être appelée au clic sur mon bouton. Donc avec ce genre de choses-là, on peut faire des petites interactions assez facilement. Ensuite, on a $.ui, donc ça c'est une propriété un petit peu différente du coup qui vous permet de manipuler les composants de votre UI. Donc par exemple, si j'ai un side menu, par exemple, je peux dire je l'ouvre ou je le ferme. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. J'ai en fait une fonction qui s'appelle toggle side menu sur mon objet $.ui. J'appelle ça, puis ça va ouvrir ou fermer selon son état. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire, du genre afficher le bouton back, etc. Vraiment Crosswalk. Crosswalk, qu'est-ce que c'est? Donc là, je rentre un petit peu dans le spécifique pour Android. Crosswalk, c'est que pour Android. En gros, c'est un runtime qui sera embarqué dans votre application. C'est-à-dire que vous allez en fait faire tourner vos applications et vos ressources JavaScript pas sur la WebView qui est fournie par le système, mais sur une WebView que vous embarquez vous-même dans votre APK ou dans votre. À quoi ça sert? Ça vous permet en fait de retrouver certaines fonctionnalités qui n'existent pas dans la WebView. Alors WebGL maintenant c'est supporté dans la WebView depuis quelle version sur Android. WebRTC, je suis pas certain que ce soit encore supporté, mais là du coup si vous utilisez Crosswalk, vous avez accès à WebRTC. Donc il y a plein de petites API comme ça, vous regardez sur canalnews.com, est-ce qu'elles existent sur Android? Si elles n'existent pas et que vous les utilisez, vous pouvez aller donc sur le site de Crosswalk et voir si ça peut être une solution que du coup vous rendre la possibilité d'utiliser cette API. Donc pour l'utiliser, rien de compliqué du coup, vous utilisez des API HTML5 standards, et en fait c'est juste au moment de la compilation, au lieu d'appuyer sur Android, vous appuyez sur Android with Crosswalk. L'effet que ça aura par contre pour votre application, c'est que forcément elle sera un peu plus lourde. Donc là où avec une application standard vous aurez quelques mégas, 2, 3, 4 mégas, là vous aurez par défaut 20 mégas d'application. Pas 6 gigas, c'est compilé. Donc comment démarrer avec le XDK? C'est gratuit. Vous pouvez tout simplement aller sur le site du XDK, c'est disponible pour toutes les plateformes. Donc
Windows, Linux et Mac. Et puis vous pouvez commencer soit avec une démo, soit si vous voulez utiliser un framework qui utilise l'App Designer, vous savez le truc qui vous permet de faire du drag and drop de vos composants. Alors il faut sélectionner Start an app ou Start with App Designer, et c'est en fait à l'étape d'après qu'il va vous demander quel framework vous voulez utiliser. Juste petite utilité. Ça. Voilà, donc c'en est fini pour la présentation. Juste après, on va faire donc un petit peu de session de code, on va voir à quoi ça ressemble en vrai. Mais en attendant, du coup, si vous avez des questions, bah déjà je vous écoute. Quelle question? Vas-y, tout au fond. Avec les tests? Pas du tout. Mais rien ne t'empêche de ensuite les faire tourner en parallèle sur ton projet. Mais effectivement, il n'y a rien qui gère les tests pour l'instant dans les. Alors du coup, par contre, ils ont une communauté. En fait, donc il y a pas mal de personnes qui travaillent sur ce projet chez Intel. Et en particulier, vous avez des gens en fait sur le forum XDK avec qui vous pouvez interagir directement pour remonter ce genre de points. Ils sont souvent très intéressés de savoir quelles features les gens demandent. N'hésite pas à proposer. Autre question? Et puis en fait, c'était la même question pour tout le monde. Je crois qu'il y avait 3 mains. Mais... Ok. Ouais. Ouais. Le runtime embarqué, ouais. Ouais. Pourquoi? Bah, pas depuis le XDK, non. Clairement pas. Après, il n'y a aucun intérêt, je pense, d'embarquer les deux. Et par contre, ce que j'ai pas dit, par contre, c'est que Crosswalk, c'est un projet qui est aussi mené conjointement avec Google, en fait. En fait, ça a été démarré par Intel, et du coup, si vous regardez par exemple Google I.O., il y a eu une session la dernière fois sur Crosswalk. Ah oui, oui. Donc c'est intégré dans le XDK, mais vous pouvez utiliser le Crosswalk indépendamment du XDK. Donc j'ai une slide bonus. En fait, je voulais rajouter aussi qu'il existe une version IoT du XDK. Donc vous pouvez en fait faire des objets connectés avec le XDK, donc en particulier avec les boards qui sont proposés par Intel, donc la Galileo et la Edison, qui est une petite puce. Donc si vous avez ces boards-là, en fait, vous pouvez développer le comportement de vos boards directement dans le XDK et les déployer depuis le XDK directement sur vos boards. Sachant que les boards du coup gèrent un Node.js qui est capable de faire tourner votre code. Voilà, c'était la slide bonus. Vas-y. Je fais souvent je fais du développement mobile, si j'aime bien tester sur mon mobile. Ah ouais, bonne question. Alors du coup, tu as plusieurs possibilités pour ça. Donc tu as Ripple, et Ripple c'est l'émulateur. Ensuite tu as App Preview qui est du coup l'application que tu télécharges et sur laquelle tu peux automatiquement synchroniser tes sources. Troisième option, tu peux aussi faire tourner ton application directement dans ton navigateur. Donc, si tu veux sortir du scope du XDK, lancer ton application dans le navigateur pour la débugger depuis ton navigateur, c'est possible. Tu peux aussi débugger directement en USB depuis XDK. Tu branches ton téléphone, tu dis je peux te déployer sur mon téléphone, et en fait il va automatiquement mettre sur ton téléphone, comme ça tu peux la débugger aussi à distance. Et puis dernière possibilité, bah tu la package, t'as un APK, tu l'installes et puis tu regardes à quoi ça ressemble. Et vaut mieux essayer sur ton téléphone avant de lancer sur le market, bien entendu. Une question? Bien. On va regarder maintenant à quoi ça ressemble alors. Si vous êtes
Donc, je vous montre juste une petite chose, pardon. C'est que du coup, je vais effacer en fait tous les settings que moi j'ai déjà sur le XDK. Comme ça, on va partir vraiment d'un XDK tout neuf à la bourrin. Ok. Comment je peux faire pour avoir mon écran au même endroit? Ouais, settings. Ah ouais, excuse-moi. Recopie vidéo, c'est ça? Je m'y suis. Alors ça me fait très mal avec cette résolution. Donc au début, il vous demande de vous loguer. En fait, il faut avoir un compte automatiquement pour utiliser le XDK, puisque du coup, vous en aurez besoin pour notamment envoyer vos sources sur le serveur d'Intel, pour le packaging, pour le déploiement sur votre téléphone, sur AppReview, etc. Moi, j'ai mon compte. Ok, je ne vois absolument rien. Est-ce que c'est normal? Non. Alors, je vais essayer de me débrouiller avec cette résolution, mais clairement, ça va pas être facile. Alors, je vais commencer. Alors, bon, vous voyez, en fait, ça, c'est la vue que vous avez, du coup, quand vous lancez le XDK. Donc, vous pouvez commencer avec un template. Donc, les templates, c'est en gros des briques vides avec une structure déjà qui vous est donnée. Donc, par exemple, vous voyez que j'avais pas mis Ionic dans la liste des frameworks qui étaient supportés, mais par contre, il y a quand même des exemples directement en Ionic que vous pouvez lancer. Donc vous avez, voilà, si vous voulez une application avec un side menu, ou bien si vous voulez faire un jeu en phaser, etc. Vous avez des briques en fait que vous pourrez réutiliser. Donc vous avez une petite structure. Voilà. Ensuite vous avez les démos que vous pouvez lancer. Donc, vous avez pas mal de démos. Vous pouvez importer bien sûr un projet HTML5 qui a jamais été importé dans l'XDK. Donc vous avez du code déjà existant aujourd'hui. Vous pouvez peut-être tenter de l'importer directement dans l'XDK via ce. Et moi je vais commencer donc avec l'App Designer pour voir à quoi ressemble cette App Designer dont on parle depuis tout à l'heure. Donc je vais faire une application qui s'appelle Hello. Donc il vous propose au début de faire un petit tour du XDK. On va considérer que maintenant vous êtes carrément briefé sur l'XDK. Et donc là, il me propose le framework que je veux utiliser. Donc à côté, il vous montre les composants, à quoi ils ressemblent, donc selon le framework que vous voulez utiliser. Moi, je vais partir avec un framework parce que c'est celui qui est fait par Intel, bien mis en valeur dans ce XDK. Alors, comment je fais même? Select. Ah, cool. On peut dézoomer? Attends, on va. Je vais essayer de voir si on peut changer la résolution. Cool. Donc, voilà une partie du XDK, du coup.
Donc vous retrouvez en haut tous les onglets en fait sur lesquels vous pouvez alterner sur la phase que vous voulez utiliser. Donc si vous voulez faire du développement, donc vous allez dans l'onglet développe. Vous avez un petit bouton là pour switcher entre code. J'ai pas l'impression. En VGA Ah. D'accord. Alors attends. Je fais quoi? Je fais ça par exemple? Attends, à l'échelle? Oh. Pour moi c'est mieux. Yes. Vous avez pas le haut. Ah merde. Non, on va se débrouiller comme ça. Donc vous pouvez switcher entre code et design, je le disais. Donc dans design vous avez l'app designer et dans code vous retrouvez votre brackets sur lequel vous pouvez faire donc votre code habituel avec voilà la complétion de code habituel que je viens de perdre. Voilà. Donc sur la gauche vous avez la structure de votre application, les fichiers sur lesquels que vous utilisez le plus, vous pouvez les garder dans working file, comme ça vous permet de zapper facilement et pas forcément de vous balader dans l'arbre de votre code. Donc je vais aller dans design. Donc dans design, là moi j'ai une vue qui est complètement vide avec une page qui s'appelle index.html. Donc par exemple ce que je peux faire c'est tiens, je prends un bouton, je le mets. Hop. Maintenant j'ai mon bouton qui apparaît. Mon bouton, je peux changer, il s'appelle MyBee. J'ai pas beaucoup d'idées, désolé. Donc maintenant je vais mettre un side menu par exemple. Alors je prends mon side menu qui est c'est plutôt celui-là que je vais utiliser. Hop. Je l'ai bien glissé. Hello. Coucou. Il veut plus que je le drag and drop, d'accord. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc je prends ça, j'aime bien le glisser vers la droite, l'arbre du DOM que vous avez dans votre page. C'est assez pratique de l'avoir toujours sous les yeux. Alors, je me remets sur ma page et j'ai réussi. Non, il veut pas. Pourquoi? Effet démo, merci, ouais. Ah, il veut définir. Pardon? Un layout. Non. On n'a pas de gestion de layout. C'est pas la même logique du coup que ce qu'on peut avoir quand on fait des applications natives ici où on a besoin d'avoir un conteneur. En fait, le conteneur ici, il est directement mis et en fait, c'est ce qu'on voit par exemple avec je sais pas si vous voyez une légère ligne ici. En fait, c'est la boîte dans laquelle est comprise automatiquement votre bouton. Donc si j'appuie sur ce bouton, j'enlève en fait mes boîtes par exemple. Bon, on va essayer de le feinter. Je sais pas, je vais ajouter une autre page. Une autre page qui s'appelle Hello. Là, vous voyez que j'ai rien sur ma page Hello. Est-ce qu'il va toujours me faire son... Ouais. Bon, je vais essayer de recommencer un projet rapidement, allez hop. Hello 2.
Ok. Attention. Ouais. Ok. Je ferme ça pour l'instant. Donc vous avez un petit bouton en fait qui apparaît sur la droite ici, qui vous permet d'ouvrir ou fermer votre side menu. Moi, si je vais sur les propriétés de mon side menu, je peux paramétrer quelques petits trucs du genre est-ce que je le veux ouvert dès le début, je vais dire non. Est-ce que je veux qu'il soit swipeable, ça veut dire que je peux le swiper depuis la gauche de l'écran. Je vais dire oui. Donc là, je peux mettre par exemple du coup un bouton dans mon side menu, et me servir un petit peu de menu, quoi. Si je veux par exemple naviguer vers une autre page, je lui dis go to page 2, hop, je vais créer ma deuxième page. Alors on va mettre quelque chose pour reconnaître qu'on est sur une page 2. Je vais mettre du texte par exemple. Tout. Ok, je peux mettre aussi par exemple peut-être un footer, un header, voilà tous les composants qu'on peut avoir standard souvent dans une application, là ils sont intégrés par défaut. Donc dans mon header par exemple, je veux un back button, comme ça je vais pouvoir supporter des utilisateurs iOS. Je reviens ici, alors j'ai rien sur ma page qui est vide, là on peut peut-être lui mettre un petit truc, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Alors je vais vous montrer du coup il y a quand même un système de layout, en fait on peut diviser finalement sous forme de colonnes et de lignes les boîtes qu'on va utiliser. Donc si par exemple je prends une colonne ici, je la mets là, j'en mets une deuxième juste à sa droite, et je peux mettre par exemple un select ici, et puis un input de ce côté-là. Si j'enlève les boîtes, là vous avez l'aperçu finalement de à quoi ressemble votre vue. Donc, je laisse les boîtes pour avoir ces petits indicatifs de comment il organise pour moi les pages. Donc si je reviens là-dedans, on va peut-être lui mettre quelque chose à lui, parce que là pour l'instant j'ai un bouton vide, quand je clique dessus il va rien faire. Alors on peut tester déjà, on va dans l'émulateur, automatiquement. Alors par contre, là, ça va pas être pratique, parce que du coup, swiper sur l'émulateur c'est pas facile. Donc je vais mettre un bouton pour ouvrir je triche un peu. On va mettre un bouton dans le footer. Hop. Donc sur mon bouton, je vais mettre même une icône, c'est un truc à faire. Donc, je mets une petite icône, hop, et je vais l'appeler homme. Et donc là, donc sur ce bouton, en fait, j'ai une petite boîte ici qui s'appelle Interactivity, qui me permet de définir un petit peu les interactions que je peux avoir. Donc sur mon bouton Home, ici, je peux dire par exemple ouvre le side menu, c'est celui-là. Donc là, quand je vais cliquer sur mon bouton Home, en fait, ça va ouvrir mon side menu. Hop, on va venir tester. Hop, ça marche bien. Donc maintenant sur mon bouton aussi, là je peux faire quelque chose. Là pour l'instant j'ai pas mis d'action particulière, donc je vais lui dire bah va sur la page 2. J'ai mis ça, on va tester, hop, j'appuie sur mon page 2, là je suis bien arrivé sur ma page 2. Et j'ai mon bouton back en haut, qui me permet de revenir. Alors du coup ce qui nous permet de voir un petit peu à quoi ressemble tout de suite l'émulateur. Donc là je peux changer le style de mon téléphone, donc par exemple si je prends un iPhone 6, alors on voit qu'il y a déjà un style, un thème qui est différent en fait. Donc
là, c'est plutôt le App Framework qui s'adapte automatiquement au système. Donc après, sur le côté, j'ai mon accéléromètre. Vous vous souvenez de cette petite boîte en 3D dont j'avais parlé. Donc en fait, je le prends et puis je peux le bouger comme ça. Et en gros, on voit les données donc, sur les axes X, Y, Z, là, qui bougent, en temps réel. Donc ça simule bien les mouvements que vous pouvez faire avec votre téléphone. Puis vous avez cette petite icône ici qui est là, qui vous permet en gros de secouer votre téléphone automatiquement. Donc si vous utilisez AppMobi qui est du coup la lib en fait qui est intégrée, qui vous est proposée par le XDK pour avoir des solutions de publicité, d'achat in-app, de push notification, etc., etc. Vous pouvez simuler un certain nombre de choses aussi depuis l'émulateur, du genre comment je peux faire une push notification par exemple. Je veux simuler l'arrivée d'une push notification, je veux voir quoi ça. Donc là c'est pas fait dans l'application. Pardon. Et à droite il y a encore d'autres choses que vous pouvez configurer. Donc ici vous avez la connectivité que vous avez. Donc je suis en Wi-Fi avec des lags. L'option lag est assez intéressante. En fait, c'est un truc finalement qui est jamais intégré dans les émulateurs, mais finalement c'est dommage parce que c'est assez intéressant et c'est assez réaliste finalement de tester un réseau qui a des lags. C'est jamais tout rose. On peut changer la locale du téléphone, on peut changer le jour, l'heure, etc. La localisation de mon téléphone. Etc., etc. Après, on peut aussi émuler les événements qui vont arriver en JavaScript, etc., etc. On peut émuler pas mal de choses ici. Donc là, je peux le passer aussi en mode landscape ou pas. Donc si j'appuie maintenant sur le petit insecte qui est là-haut, en fait, j'ouvre une fenêtre, c'est les Chrome Developer Tools dont j'avais parlé tout à l'heure, avec exactement tout ce que vous avez dans Chrome. Donc vous pouvez sélectionner ici tout ce qui est dans votre DOM, manipuler la CSS en temps réel. Vous avez les ressources qui sont liées à votre application, donc vous pouvez vérifier s'il y a quelque chose qui est sauvegardé par exemple dans votre local storage. Éventuellement aussi vous pouvez manipuler ce qui est dans votre local storage ou dans votre cache, etc. Dans l'onglet Network, je le fais rapidement parce que c'est pas le but, mais cette console est vraiment très efficace quand on prend le temps de la connaître. Donc dans l'onglet Network, vous avez toutes les requêtes qui vont passer. Donc si par exemple vous avez des images dans votre application, alors elles vont s'afficher dans cet onglet Images. Si vous avez des WebSockets qui sont ouvertes, vous aurez la possibilité de voir votre connexion WebSocket qui est ouverte ici et éventuellement de voir les frames qui vont passer, c'est-à-dire toutes les datas qui vont passer par votre WebSocket. Vous pouvez voir bien sûr combien de temps elles ont pris, les headers des requêtes, etc. Alors ensuite vous avez l'onglet source dans lequel vous pouvez naviguer dans vos sources. Si je prends voilà, c'est donc le JavaScript qui a été généré de base. Il n'y a rien dedans, donc on va peut-être pas utiliser celui-là. Voilà. Je peux mettre des points d'arrêt dans mon code et puis faire du debug pas à pas, comme on le fait avec des applications natives. Les trois onglets Timeline, Profil et Audit vont vous permettre finalement d'obtenir des métriques intéressantes sur votre application. Donc, par exemple, dans l'onglet Timeline, vous allez pouvoir savoir si la consommation en termes de mémoire de votre application est linéaire, ou bien s'il y a des memory leaks, vous pourrez peut-être le détecter à cet endroit-là. Vous pouvez voir aussi combien de temps votre application passe à dessiner des éléments graphiques. Dans l'onglet Profiles, vous pourrez prendre des snapshots de vos vues de consommation de mémoire pour savoir à un instant T qu'est-ce qui est dans ma mémoire. Dans l'onglet Audit, vous aurez ensuite des petites choses qui vous seront conseillées sur comment améliorer votre application. Et enfin l'onglet Console, qui est la console dans laquelle vous pouvez taper ce que vous voulez. Là, si je veux faire voilà, on peut faire ce qu'on veut. Donc ici d'ailleurs je peux utiliser mon objet Intel XDK. Donc si par exemple je veux demander je sais pas la géolocalisation, donc la géolocation,
Donc là, j'ai l'objet intel.xdk.geolocation et puis je fais get current position. Donc lui, il me demande un callback. Ouais. Je vais faire une fonction rapidement. Hop. Il va me ramener position. Là-dedans, je peux faire un seul point log de ma position, par exemple. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non. Voilà. Donc là, j'ai bien reçu du coup l'objet qui a été logué, donc ça veut dire la position qui m'a été rendue par l'API. Et sur cet objet-là, donc c'est exactement le même que vous aurez en faisant appel à l'API HTML5. C'est-à-dire vous avez un objet pose sur lequel vous avez un attribut coord qui contient l'altitude, la longitude, etc. Donc cette petite fenêtre très efficace. Voilà. Et enfin, du coup, quand vous êtes content de votre application, vous passez à l'onglet Build qui vous permet donc de faire la partie packaging de votre application. Donc là, vous avez pas mal de choix. Donc, si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait deux méthodes encore qui étaient présentes dans l'XDK. Finalement, en fait, on a la partie tout en haut qui nous permet de faire du packaging avec Cordova 3. Et en dessous, vous avez les Legacy Hybrid Mobile App Platforms qui, en gros, sont basés sur Cordova 2, tout bêtement. Donc, dans les versions précédentes du XDK, il n'y avait que Cordova 2 qui était supporté. Donc, ça ressemblait à ça. En gros, quand je veux faire, par exemple, une application Android, j'appuie sur Build, il va m'ouvrir une vue, en fait, qui va me permettre de configurer tous les paramètres de mon application. Donc, je veux, par exemple, donner un application title, un package name, etc., etc. Je veux définir certaines permissions de mon application, on peut le faire aussi ici. C'est peut-être pas ici. Je sais plus où c'est exactement, mais c'est dans un de ces onglets-là. Donc une fois que vous êtes tout OK avec tout ce qu'il y a là-dedans, alors moi en fait il est juste pas content parce que mon email il y a un plus dedans. La mauvaise partie, a priori, c'est optimisé pour, dans ce cas-là, par exemple, une application Android. On n'a pas la main dessus. Donc là, en fait, pendant qu'il est en train de compiler, moi, je dois attendre un petit peu, mais alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'envoyer un mail automatiquement avec un lien où je pourrais télécharger l'APK et donc l'installer directement sur mon téléphone, mon application. Maintenant, j'aimerais bien qu'il s'arrête. Voilà. J'ai perdu mon curseur au passage. Voilà, il est revenu. Et donc si je veux faire par contre un build mais avec Cordova 3, donc il y a la nouvelle méthode, donc c'est à préférer donc, de faire par ce biais-là le packaging de vos applications. Donc ça se passe pas de la même manière. Puisqu'en fait les détails de votre application, vous les rentrerez pas après l'étape de build, mais avant, donc vous allez dans votre onglet Project, et ici vous avez tout un ensemble de choses à remplir. Donc, par exemple les build settings, vous retrouverez en fait tous les composants qui vous étaient demandés juste auparavant. Donc typiquement ici tout ce que vous pourrez mettre dans un Android manifeste sur Android ou sur iOS, etc., etc. J'ai les permissions qui me sont demandées ici, donc je peux activer ou désactiver les permissions qui sont demandées à l'installation de mon application. J'ai également la possibilité de mettre des... Donc maintenant, si par exemple je veux faire un projet qui n'existe pas dans le XDK, encore j'ai commencé ailleurs mon projet, donc là je vais par exemple prendre une application en fait en Ionic. On va voir ce que je vais faire. Donc, je vais juste aller supprimer parce que je l'ai déjà importé dans le XDK, donc je vais juste supprimer les fichiers temporaires qui ont été rajoutés dans le projet de mon code. Ça va aller plus vite.
je supprime ça et tout ce qui est là. Okay. Je reviens dans mon XDK, donc là j'ai mon projet, voilà, j'ai codé mon projet à part, dans VI ou dans Emacs ou dans ce que vous voulez. Et donc je veux commencer un nouveau projet. Start a new project et je veux dire import an existing HTML5 project. Donc là je vais aller sélectionner mon projet. Unique, il est où? Unique. Hop, je l'upload. Je lui donne un nom, donc je vais l'appeler coucou Unique. Alors il a vu qu'il y avait un répertoire qui s'appelle www, en fait, qui est en général ce que vous avez quand vous faites une application avec Cordova. Ce n'est pas un projet de type jeu, donc je continue. Donc là il est content. Donc là je retrouve toutes les sources de mon projet sur la gauche, donc je peux bien sûr naviguer dedans et ensuite continuer d'éditer mon code comme d'habitude. Je peux aussi tout de suite passer à l'onglet émulateur. Donc là, je vais tout de suite aller demander en fait d'émuler mon code. Donc tout de suite, vous voyez que si par exemple je veux juste avoir un émulateur et faire du debug de mon application, j'ai pas tant de choses à faire que ça finalement entre l'étape où je code et tiens j'ai un truc à tester, alors comment je vais le tester, je sais pas, bon bah tiens si je le testais avec le XDK ce sera facile. Voilà. Ça prend 2 minutes à intégrer et puis comme ça vous le cliquez sur l'onglet Emulate et puis vous y êtes. Alors cette démo là en gros en fait j'avais déjà donné cette présentation là il y a un peu plus d'un an, mais je faisais une démo en fait avec le App Framework où j'utilisais l'API de 500px, si vous connaissez, c'est un site de photographie qui fait en gros exactement ce que fait cette application du coup que j'ai réécrit en Ionic. Donc c'est un truc qui vous permet d'aller chercher les photos populaires sur Ionic et les photos qui sont à côté de vous. Pas très bien compliqué. Donc avec Ionic c'est cool, j'ai des petits composants comme ça qui sont hyper simples à intégrer du genre un pull to refresh. C'est juste une directive à rajouter un Ionic, donc c'est en gros une petite balise que je mets dans mon code HTML et puis pouf, j'ai automatiquement ça. Je relâche. Il y a des nanas. Maintenant, je vais aller dans l'onglet Nearme. Donc Nearme, du coup, je vais faire différemment. Je vais en fait d'abord aller demander la géoloc de mon téléphone et ensuite récupérer les photos qui sont à côté de la position de ce téléphone. Donc pour ça, bah, du coup, je vais ouvrir le petit onglet Geolocation qui est là. Alors, il y a un truc qui est très énervant avec cette petite carte, sachez-le, c'est qu'elle se déplace tout le temps quand vous zoomez. Ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées. Donc moi je suis originaire de La Réunion, alors je vais essayer de trouver des photos de La Réunion. Maintenant il faut que je zoome sur La Réunion et c'est pas facile. Vous voyez ce que je veux dire. Ah, je suis aux États-Unis. Ah, en fait c'est plus facile qu'en double clic. Voilà, donc je me suis mis sur La Réunion. Hop, je reviens ici, je fais mon pull to refresh. Ah, écoute, j'ai des photos de La Réunion avec ici un petit tech-tech. Voilà. Maintenant, si je vais sur l'onglet test que je n'avais pas encore montré, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il me demande en fait si j'ai installé l'application App Preview qui est disponible donc sur Windows Phone, sur Windows 8 App Store, sur l'App Store iOS, Google Play, etc. Donc je dis oui, j'ai installé l'application au préalable sur mon téléphone. Et là, il me demande est-ce que tu veux synchroniser automatiquement tes sources avec notre serveur? Je dis oui. Et moi après, je prends mon téléphone. Donc,
en fait, j'ai ma liste du coup d'applications que j'ai synchronisées. Vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est pas très grave. Avec le XDK, j'ai synchronisé plein de projets. Moi, je retrouve Coucou Ionic que j'ai créé. J'ai un gros bouton launch, et puis en gros, quand je vais cliquer dessus, du coup, ça va lancer une preview en fait des sources que j'ai synchronisées avec leur serveur. Donc, je retrouve exactement mon application Ionic que je viens de vous montrer. Du coup, cette fois, si je viens en Nirmi, je tire. Je vais avoir à nouveau les photos, etc. Donc c'est exactement ce que j'avais sur mon desktop avec mon émulateur, sauf que là, en quelques petites étapes supplémentaires, j'ai synchronisé sur le serveur d'Intel et puis je les ai récupérés via mon téléphone. Maintenant, ce qui est possible aussi, et c'est très simple, de faire du debug du coup en branchant en câble USB mon téléphone. J'aurais pu aussi directement déployer sur mon téléphone depuis le XDK. Qu'est-ce que j'ai oublié de montrer? J'ai oublié de vous montrer les services. Donc je reviens sur Hello 2. Donc vous vous souvenez d'Hello 2, le petit truc qu'on avait fait avec Lab Designer. Ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est ce qu'il y a en bas à gauche ici, qui me permet en fait d'avoir des services, des API que je veux utiliser. Donc j'ai pas mal de choses. Donc je sais pas si par exemple je veux l'API de Dropbox, de Etsy, de Eventbrite, Foursquare ou ce que vous voulez. Voilà, vous avez pas mal de choses qui sont supportées. Donc, je fais une application non commerciale qui s'appelle Coucou Flickr. Et donc là, bon voilà, j'ai fait ce que Flickr me demandait. Donc je me suis déclaré, j'ai montré patte blanche devant Flickr et donc ils m'ont donné un accès à leur API. Donc je prends leur clé, je la colle ici. Hop, je fais submit. Et donc là, je peux continuer de naviguer en fait dans mon arbre ici à gauche, qui me montre en fait tous les endpoints que je peux utiliser. Si par exemple je veux chercher des photos, je vais sur Photo Search et j'ai donc tous les champs que je peux remplir qui sont acceptés par l'API, avec notamment texte qui me permet de faire une recherche liée à un texte particulier. Donc, encore une fois, je suis chauvin, je suis réunionnais, donc je mets 974. Je try it. Donc là, il est en train de faire le call vers l'API, puis en fait en bas, après, il va me montrer en fait le payload que lui il a reçu en JSON, avec tous les éléments de ce JSON. Et donc moi, je peux sélectionner en fait les éléments qui m'intéressent. Donc par exemple, pardon, je suis un petit trop. Moi, je m'en fous de savoir combien d'éléments il y avait, combien d'éléments au total il y a par rapport à cette recherche, etc. Moi, tout ce que je veux, je veux un ID pour aller télécharger une photo, je veux tiens une URL, il me donne la photo, c'est cool, et puis le titre de la photo. Ok, cool. Et je veux par exemple mettre une liste view, hop, je la drag and drop. Donc il me met plusieurs éléments pour me laisser la possibilité en fait de customiser différemment certains éléments de ma liste. Donc, je vais en laisser qu'un puisque je veux que tous les éléments de ma liste soient de même nature en fait. Donc je prends mon élément ici et là ici je peux sélectionner en fait le binding que j'ai créé en allant chercher l'API. Donc je clique sur Flickr Photo Search et là donc comme je vous avais dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rappelez, quand on a besoin de faire un binding, il va vous proposer automatiquement de choisir un framework qui va lui permettre à lui en tout cas de faire le binding. Donc soit Angular, soit Badband. Moi, je vais choisir Angular. Et je vais lui dire, par exemple, que le label des éléments de ma liste, ce sera par exemple le titre des photos que j'ai récupérées. Ok, j'ai ça. Bon, si on testait, je vais dans mon émulateur, j'ai mon truc qui me permet d'ouvrir mon side menu, je vais dans la page 2 et automatiquement, voilà, il a fait le binding vers l'API de Flickr et il a récupéré le titre de toutes les photos là qui étaient dans le payload, il les a automatiquement bindés sur la liste que je lui ai demandé.
Voilà. Donc ça vous permet de faire pas mal de petites choses intéressantes. Moi, je vais m'arrêter là moi pour aujourd'hui. Et puis du coup, si vous avez des questions sur les XDK, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou contacter comme vous voulez par Twitter ou ce que vous voulez. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Est-ce qu'il reste des questions éventuellement? Oui. Ah, bien sûr. Alors, du coup, je passe à l'onglet code. Donc, le code qui a été généré ici, par exemple, c'est tout ce qui est lié à Framework. Donc, Framework qui se base essentiellement sur des classes qui sont mises sur des éléments particuliers qui vont affecter un certain style CSS, sur mes éléments. Donc si par exemple je viens ici, mon UL et mon ELI ici, c'est la liste des titres qui sont dans ma page 2, par exemple. Après on a donc tout ce qui est JavaScript, bien sûr. Donc si je vais dans le lib, je vais retrouver mon angular.min.js qui a été automatiquement ajouté finalement puisque j'ai demandé de faire le binding avec Angular. J'ai après tout le JavaScript lié à l'application. Donc ici vous